Attaque de Contador, à la barre à Montes, on le sait. Le vainqueur de Paris-Nice, c'est un vrai grimpeur. C'est sans doute le plus beau grimpeur du Tour de France. Salut à tous, c'est Piche et bienvenue sur After Cyclisme, votre rendez-vous de l'actualité cyclisme. Et aujourd'hui, je suis avec Colby, pour pas changer. Colby, ça va? Ça va très bien et toi? Ça va. Un beau temps chez toi? Pas fou, Pas fou? La Bretagne, hein. à la Bretagne. Voilà. Bon, quoi de beau après ce week-end chargé en Là, émotions. c'est la période de transition, hein, donc on est content de se retrouver justement, de faire ces vidéos. On a eu des belles courses, donc forcément on s'était laissé sur, la question du est-ce que Jumbo, est la favorite et comment les battre? Il y a eu 2 courses où justement ils ont été battus, donc justement on va pouvoir, retracer un peu cette campagne flandrienne, avec surtout comme focus justement la Jumbo et ce qu'ils ont préparé tactiquement pour, assouvir leur domination. Pas d'ailleurs. Ouais, le ou pas, ouais, qui a vite tourné un peu à la mayonnaise, hein, mine de rien, hein. Bon, qu'est-ce qu'on suggère? On pense qu'on peut commencer à parler des trois belles courses que nous avons eues récemment. Ça veut dire, on va parler de l'E3, du Ronde et de Paris-Roubaix du coup. C'est exact, avec, le 3 qui a commencé sur les chapeaux de roue. Forcément, les 3 gros étaient, alignés, à savoir Pogačar, Van Aert, Van der Poel et donc comme j'ai dit, on va faire surtout un focus sur la Jumbo parce que tactiquement, ce qu'ils ont proposé était vraiment très intéressant. Que la course a vraiment commencé à se décanter, disons à 82 kilomètres de l'arrivée, pour un coup avec, Alaf et Van der Poel qui tentent de faire un coup de force. Sauf que dans leur roue, il y a 4 Jumbo qui arrivent à les suivre, qu'à savoir Van Aert, Benoot, Laporte, Van Hooijdonk. 3 gros leaders plus Van Hooijdonk qui a un peu ce rôle d'équipier, électron libre et ensuite, bah, les outsiders suivent donc voilà, il y a un petit groupe qui se dégage en tout cas. Mais force est de constater que la Jumbo est déjà en surnombre, ils sont 4. Il y a jamais eu de situation vraiment sur le 3 où on se retrouve avec Van Aert qui est isolé et c'est ce qui a vraiment fait la force de Jumbo pendant toute cette course de l'E3. Ouais, c'est vrai que Il y a eu jusqu'à ce moment-là, on a l'impression que c'était du jumbo tout craché. Voilà, c'est l'équipe la plus forte, c'est les coureurs les plus forts. Ils ont pas de pépins mécaniques, ils ont de la chance, on peut dire. C'est une équipe qui roule toujours ensemble. Et pour le coup, ouais, c'était sur la continuité vraiment des anciennes courses qu'on avait eues auparavant. Donc avec tous les coureurs que tu as cités, voilà, tout est en marche. ça. Là, pour le moment, on est sur du classique de ce qui s'est passé sur, le Newsblad et sur Kurn. C'est-à-dire on attaque en masse, on fait des coups de force à 4, un équipier roule avant que les attaques se font. Là, on est sur du classique. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que à 80 kilomètres, il y a le Tyenberg. Donc Van der Poel va attaquer, Van Aert va se retrouver un peu dans souffrance dans la roue. C'est du classique de Van Aert en fait, donc la souffrance pas vraiment, mais on sent Ah, qu'il il pousse sait la son roue. effort, on va dire. C'est ça, voilà. Et là, déjà, ce qui est important de noter, c'est que Tadej Pogacar qui est déjà isolé, tout simplement. Tadej Pogacar, on a souvent un peu jugé son équipe en montagne, sur les Flandriennes, c'était plus ou moins pareil. Sur le 3, il se retrouve très très vite isolé, dans un groupe de contre avec plusieurs Jumbo, plusieurs Alpecin, plusieurs Soudal Quickstep, mais Tadej Pogacar tout seul. Ensuite, on se retrouve à 68 kilomètres de l'arrivée. Il y a un vent de côté, Van der Poel tente de faire le forcing sur de la plaine. Déjà assez rare de le noter, parce que Van der Poel, on sait que c'est quelqu'un qui aime bien prendre des virages assez risqués. Encore bien vu ce dernier week-end. Mais Van der Poel qui roule dans la plaine, c'est pas ce qu'il y a de plus frappant généralement. Donc là, il tente de faire le forcing. Il y a un groupe de 3 qui se dégage. Et ensuite, ça se resserre, mais on a perdu quelques éléments, sauf que nous avons toujours 3 Jumbo, c'est-à-dire Van Aert, Laporte, Van Hooijdonk, encore eux, Toujours la même. c'est ça. Ensuite, 68 kilomètres, attaque de Krak Andersen. Van Hooijdonk part également, forcément un Alpecin part, faut qu'un Jumbo y aille. Je pense que c'était la consigne aussi. S'il y a un Alpecin qui est au moins un Jumbo, car forcément, vu qu'ils sont en surnombre, C'est ça, ils hein, ont toujours c'était l'avantage. le marquage entre les deux équipes. De toute façon, à mon avis, c'était vraiment la consigne chez Jumbo. C'est si un un coup qui part, c'est directement un équipier qui fonce dessus pour toujours avoir un coup d'avance, quoi. C'est ça. Et vu que forcément Pogacar était isolé et que la Soudal Quickstep n'a plus cette grande aura qu'elle avait les années précédentes, il n'y a vraiment qu'une seule équipe à, à focus, tout simplement. Donc de là, Krak Andersen part devant avec Van Hooijdonk. C'est très bien qu'ils font un peu le travail pour les équipiers à l'avant, donc c'est pas un vrai coup. Sauf qu'il y a un secteur un peu sinueux, avec des virages où on voit Pogacar faire une petite erreur, mais où il n'y a rien de conséquent. Juste, bah, Mohoric, grand descendeur qu'on connaît, hein, Matej Mohoric, il rejoint les deux devant.
Donc on se retrouve avec un groupe de 3 avec Mohoric, Van Hooijdonk et Kragh Andersen. On se dit ça peut être intéressant parce que forcément si Mohoric est devant, il va vouloir rouler, il va vouloir que ça aille au bout et Kragh Andersen, Van Hooijdonk peuvent aller au bout tout simplement avec lui. Ensuite, derrière, un groupe de 9 se dégage. On retrouve Kasper Asgreen, Mathieu Van Der Poel, Stefan Kung, Matteo Jorgensen, Tadej Pogacar qui est toujours là, Mats Pedersen, Sepp Van Mark. On retrouve encore Wout van Aert et Christophe Laporte. Donc les deux gros leaders qui sont capables aussi de sprinter sont dans le groupe derrière les trois leaders de la course. Ensuite, il y a un petit regroupement qui se fait, donc avec Jumbo du coup qui est encore en surnombre par rapport à toutes les autres équipes. Il y a Leikenberg qui, un secteur qui a pas vraiment été roulé à fond, disons-le, parce qu'il y avait trop d'asphalte et les rouleurs prenaient l'asphalte tout simplement. On voit qu'un Valentin collé au groupe, que tous les mecs un peu lâchés qui n'avaient pas suivi le premier coup pu revenir. Sauf qu'à 57 km, Stationberg, attaque de Van Der Poel à nouveau. Ensuite, il y a quelques chutes à l'arrière. Il y a Van Barle qui justement prend une chute. Van Barle qui, je pense, on va en parler, mais sur toute la campagne, a Ouais. été très malchanceux. Surtout ça, ouais, c'est très malchanceux, ouais. Et donc du coup, attaque de Van Der Poel qui le suit, Wout van Aert. Pogacar bouche le trou, un peu plus dans la douleur, mais je pense que c'était pas vraiment la douleur, c'était plus qu'il était mal placé de base. T'avais Pogacar, il n'a pas non plus cette grande expérience des Flandriennes qu'ont les deux autres. Et du coup, ils sont 6 devant, euh, avec les trois qu'on a cités, Mohoric, Van Hooijdonk et Kragh Andersen. Et derrière, qui est encore derrière, Christophe Laporte pour le sprint justement, pour régler tout le monde, on sait jamais, et pour encore avoir ce coup stratégique d'avance de la Jumbo. Et Tosh Van Der Son qui est aussi là pour faire l'équipier. Et ensuite, bah, la course commence à se décanter. Les gros cols arrivent, donc le Paterberg, avec Pogacar qui met des coups d'accélérateur dans toutes les montées. Forcément, il utilise son avantage. Bah, il l'avait annoncé de toute façon, il avait dit je veux pas arriver au sprint, je pense que je suis moins rapide. Et au final, ouais, il avait vraiment tenté de loin. C'était l'un des seuls, en tout cas, qui avait l'intérêt de s'extraire de ce groupe, hein. C'est ça. Par contre, important de le remarquer, Pogacar, son attaque, il l'a fait, les trois roulent, et enfin les trois partent ensemble. Ils roulent dans la rigole. Donc ça, c'est un petit débat des Flandriennes de est-ce qu'il faut rouler sur les pavés, est-ce qu'il faut rouler sur les côtés. Il y a le facteur risque forcément en roulant sur les côtés, mais bon, l'effort est toujours moins compliqué en roulant dans la rigole qu'en roulant sur le secteur pavé lui-même. Et on va pouvoir le remarquer aussi plus tard, c'est que justement, Van Der Poel, toutes ses attaques qu'il a fait sur cette course, il les a fait dans les secteurs pavés les plus compliqués et dans le pavé même. Il n'y a jamais eu d'attaque de Van Der Poel dans la rigole sur cette 3. Et du coup, part à 3, il y a les deux équipiers devant, donc Van Hooijdonk, Kragh Andersen. On sait très bien qui revient dans la descente, Matej Mohoric encore lui. Du coup, le groupe de 6 part, ça se joue un peu la gagne, ça attaque, tout ça. On arrive au vieux Quarmont à 39 km. Et là, justement, Pogacar attaque à nouveau. Van Der Poel tient. Van Aert fait du out, tout simplement. Il son effort. On a l'impression qu'il peut être lâché parce que c'est vraiment le dernier gros secteur et qu'il faut tout donner là-dedans. Il va avoir un peu de chance, il y a une moto qui chute devant, ça ralentit un peu les deux coureurs devant. Il revient sur eux. Et du coup, forcément, après, ça se joue au sprint au 3 et Van Aert s'impose devant Van Der Poel et Pogacar. Il peut faire troisième parce qu'il est lâché, hein, aussi, hein. Ça, c'est. C'est Il ça. ça aurait pu être Moi, on constate déjà qu'il est peut-être moins bon que les deux autres. Mais il a aussi un peu usé de stratégie et de malice en ne roulant lui-même sur les deux derniers secteurs en fait. Il a décidé de se mettre à l'avant et d'imposer son tempo pour éviter de devoir subir des attaques des deux autres. Donc c'est pas si mal, sachant que Van Aert au train à un rythme assez élevé, pour pouvoir attaquer Van Aert, il faut vraiment être très 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 costaud. Donc il a quand même su gérer aussi sa faiblesse pour en créer une force dans les derniers kilomètres et du coup à la fin un peu sprinter. C'est comme ça qu'il s'impose tout simplement. Et Exactement. aussi forcément il faut noter le travail collectif qui a suivi. Tout le travail de Laporte, de Van Hooijdonk surtout, qui est un très très grand monsieur ce jour-là, et de Benoît, de Van der Sande, de Van Barle. Et je pense qu'il y a Tratnik aussi, l'autre équipier qui était là sur cette course. Donc la Jumbo a fait vraiment un travail excellent. Et ensuite, bah, les jours s'enchaînent, on voit dans Game, on a vu l'attaque à deux de Laporte et Van Aert, avec Van Aert qui laisse la victoire à Laporte. C'est ça. Ça a enchaîné avec la Dwars 3 jours après, où Laporte gagne en solitaire avec un coup à 3 km, je pense. Et là, on se dit, la Jumbo, ils sont imprenables. En fait, Laporte est en forme, il est à son meilleur niveau, il remporte des courses aussi, ce qui est bien pour la confiance. Van Aert a gagné, même en montrant qu'il était moins bon, il arrive toujours à revenir et ça, dans la tête, ça joue beaucoup pour Van Der Poel, pour Pogacar.
Là, on se dit, ben cette Jumbo, en fait, c'est comme on l'a dit, elle était imprenable, quoi. Sauf que forcément, on arrive sur le round et là, je te laisse C'est donner ton autre ressenti chose. sur la course. Et ouais, le round, au final, c'est- comment expliquer ce final chaotique, hein, au final, pour la Jumbo, hein. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot, hein. C'est un final chaotique. Tout était nickel jusqu'au final, ce soit le meilleur élément qui ne réussit pas vraiment à placer la dernière pièce au puzzle, quoi. C'est vraiment ça. Il était au final le moins fort le jour-là sur Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar, hein. C'était euh, C'était celui qui a été la pièce au final. Ah, c'est peut-être violent ce que je veux dire, mais c'est au final le maillon faible, hein. Là, au final, Ouais, tout était orchestré pour lui, autour de lui. C'était, il a tout bien fait, mais sauf qu'au final, il a des problèmes de jambes. Voilà. c'est ça, ça. Et Ça- tactiquement aussi, il y a eu quelques faits à noter. Déjà, on a vu que Van Der Poel était souvent à l'arrière du peloton sur la course. Mm. Pogacar aussi s'est retrouvé en arrière un moment parce qu'il y a eu des chutes. Et on se demandait, en fait, peut-être pourquoi la Jumbo ne durcissait pas la course déjà avant même les premiers secteurs pavés. Enfin, on se demandait pourquoi la course était. Le rythme était quand même assez élevé, ça il faut le dire. On a eu des courses à un rythme hyper élevé, c'est sûr. On n'a pas vu vraiment de coup de force de la Jumbo alors que justement il y avait Van Der Poel et Pogacar qui étaient souvent à l'arrière et qui auraient pu être piégés facilement. Il y a deux faits importants à noter en début de course. Il y a la chute de masse, le gros strike qu'il y a eu de Philippe Massiedjouk. Il y a eu un peloton scindé, tout le monde a chuté. Van Aert a également chuté. C'est important de le préciser parce que peut-être que ça a été un facteur qui a pas su suivre, on sait jamais. Et aussi un deuxième un fait de course, c'est à 120 km, le coup de la DSM et d'Ineos, parce qu'Ineos était à côté, on va pas les écarter de ce fait de course. C'est le Wolvenberg, un col qui n'est pas pavé. Justement, les deux équipes citées ont fait très lentement. Un coup stratégique qui avait été expliqué par Philippe Gilbert l'année passée, je pense, au micro. Voilà, certains ont crié un peu au scandale de faire un coup de bar, si je peux dire. Voilà, c'est un fait de Oh, course, on a joué. oui, c'est un coup de loupard pour ceux qui sont derrière, qui sont mal placés. Mais ceux qui sont devant, au final, même si c'est moche, ah, si quand c'est bien fait, moi je trouve pas ça. Ah oui, c'est un peu un abus de faiblesse, mais de toute façon, DSM, franchement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre DSM sur cette course? À la pédale, ils savent qu'ils se très bien qu'ils vont pas rivaliser, qu'il y a des mecs qui sont largement meilleurs qu'eux, que Degenkolb, c'est pas non plus sa course où on sait qu'il va exceller. Au final, je crois que Degenkolb fait 17ème ou top 20. Voilà, au final, c'est un Ça fait prouve. quasiment qui était ouais, qui a servi à rien, c'est un coup d'épée dans l'eau, mais ça aurait pu en tout cas éliminer, ça aurait pu créer une bordure, une cassure, ça aurait pu par contre être pour la suite de la course un élément très important. Au final, derrière, il s'est quasiment rien passé. C'est ça. Mais Valentin Mados en a parlé dans Bistro Vélo, il a dit que après en fait derrière c'était un round de phase donc le coup servait pas à grand chose mis à part à faire chier tout le monde et à provoquer peut-être des chutes. Ceci dit, voilà, on a vu la technique un peu, ça même le grand public a découvert un peu cette stratégie. C'est Ça fait partie du cyclisme moderne. Il y a il y a 3 cyborgs, tous les moyens sont bons aussi un peu pour les piéger, j'ai envie de dire. Donc, tant que ça reste entre guillemets «fair play» et dans les règles de ce que le cyclisme propose, il faut s'y préparer. Justement, Ensuite, tu parles de trois cyborgs, mais au final, voilà, on le voit à l'image sur l'écran, il y en a eu qu'un au final. Sur ce oui, c'est jour-là, vrai, c'est vrai. Pogacar, ouais, il était tout simplement monstrueux, hein. Mais il était monstrueux, mais aussi, chose assez, rare à souligner, il a été accompagné. Parce que, par exemple à 100 km, dans le Molenberg, il y a un groupe qui part, un groupe de contre qu'on va appeler, avec, Fred Wright, Casper Asgreen, Stefan Kung, Narvaez. Alaphilippe a tenté de prendre ce coup, il a pas réussi. Il y a eu Nelson Poles, il y a eu Matt Pedersen, Florent Vermeersch qui sont partis. Mais il y a également eu Nathan Van Hooydonck, encore lui, donc le gars qui avait pour consigne: «S'il y a un coup qui part de loin, tu y vas». Et il y avait aussi Matteo Trentin, un équipier UAE. Ce qu'on attend de cette équipe, mais tout le temps, c'est-à-dire avoir quelqu'un qui est capable de faire le relais pour Pogacar si Mm. jamais il part à
50 km. Que là, il n'y avait pas d'Alpecin dans ce groupe. On a eu l'abandon de Soren Kragh Andersen qui est arrivé. Je pense qu'il a aussi subi la chute, pardon, où il était pas bien, mais ça a été un élément important qui a manqué à Van Der Poel, car quand on voit que Trentin et Nathan Van Hooydonk sont à l'avant, il n'y a pas d'Alpecin justement à l'avant. Et donc ce groupe de compte va partir, va faire sa course, et à 56 km, il y a le deuxième passage du Quarmont, et là Pogacar s'envole. C'est Ouais, littéralement en fait il s'envole. Il y a personne qui arrive à prendre sa roue, c'est Bjerg et Rui Oliveira qui le lancent, ils le propulsent littéralement. Tu sais, c'est un peu, j'ai eu cette sensation de d'élastique, tu sais, où tu tires en arrière et vraiment la truc s'en va en avant, mais à une vitesse, tu vois. C'était vraiment ça. Pogacar est en troisième, quatrième position. T'as Bjerg et Rui Oliveira qui arrivent de derrière, ils poussent, ils poussent, ils poussent, C'est puis ça. d'un coup ils s'écartent. Et Pogacar, mais même Van Der Poel n'a pas pu le suivre, ou bien n'a pas tenté de le suivre. En tout cas, ça a explosé ce qui restait du peloton, parce qu'il y a eu encore une fois beaucoup de chutes avant. Il y a eu une grosse chute avant avec Girmay, Mohoric et Medegens. Mais voilà, à la fin, il restait plus que 5 hommes. Donc, c'est-à-dire Pogacar qui a attendu justement les 4 que je vais citer, Christophe Laporte, Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel, Thomas Pidcock. Ça se réorganise un peu, c'est repris. Et là, on voit encore une fois, quand on pouvait le voir sur le 3, sur les autres courses andriennes qu'il y a eu, oh, la Jumbo se retrouve en supériorité numérique. Bizarre, étrange. Étrange. Donc encore une fois, avec les deux mêmes, Laporte et Van Aert, qui ont vraiment semblé à un niveau très 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 impressionnant. Et bien sûr, Van Hooydonk devant qui fait le relais, mais qui, on sait jamais, peut jouer aussi sa carte à l'avant. Ensuite, ça continue, la course continue. Laporte va lâcher parce que le rythme des trois autres est beaucoup trop élevé. Et surtout, quand ça attaque dans des cols comme le Koppenberg, forcément, c'est trop dur pour un sprinter qui est Christophe Laporte. À 38 km, il y a aussi effet marquant avec Van Der Poel qui a son problème de dérailleur. Ouais, C'est qui fait, pour moi, je pense qu'il aurait quasiment pu suivre Pogacar sans cet effort-là. Là, au final, derrière, il met une grosse menace pour revenir, hein. ça. Il se met à bout dans le secteur-là, dans le mont-là, pour revenir. Et Pogacar, lui, qui était toujours à son rythme très élevé, mais là, pour le coup, Van Der Poel a gaspillé énormément d'énergie, hein. C'est peut-être l'énergie qui lui manque pour suivre Pogacar quelques kilomètres plus loin, hein. C'est ça. Mais ce problème de dérailleur au Tandem m'a vraiment fait penser au problème mécanique qu'a eu Tom Bonnen à l'époque sur ce même col justement, où on voit justement qu'il perd la course à cause de ça, tout simplement. C'était en 2017. Et ensuite, 10 km plus loin dans le Kreuzberg, là cette fois, Van Der Poel est présent, il met son attaque, Pogacar arrive à suivre, et là, c'est le moment, c'est le drame, Van Aert qui lâche. On se dit, il lisse son effort, mais en fait, non, il lâche totalement. Et puis, du coup, l'image suivante, qui va montrer exactement ce qu'on voulait pas voir, c'est-à-dire un Euh, Nathan Van Hooydonk qui était devant et c'est qui ça. d'un coup décide de se relever pour attendre Van Aert. On n'a pas compris la tactique au début. Non, Visiblement, c'est on a vrai appris après qu'on la course que. on s'est dit qu'ils allaient le Pardon. faire directement, directement l'attendre dans la foulée, quoi. Et au final, ouais, comme tu dis, c'est vraiment plutôt un coup tactique que de laisser plutôt Van Aert aider dans un premier temps et après faire sa course tout seul. Mais t'en penses quoi d'ailleurs de ce coup tactique-là? C'était plutôt bien fait ou mal fait? Et à ce qui paraît, selon leur dire, c'est Van Hooydonk qui a attendu de lui-même Wout van Aert. Maintenant, je pense que peut-être qu'on lui a trop mis dans la tête cette consigne de tes équipiers, Van Aert va arriver, tu roules pour lui. Alors qu'en soi, Van Hooydonk, on l'a vu sur toute la campagne de classique, était incroyablement fort. Je ne sais pas s'il aurait pu gagner une course, mais là, un podium était totalement prenable sur ce round, en fait. Simplement, il a juste à tenir le groupe derrière et dire qu'il roule pas parce qu'il attend que son leader Van Aert arrive derrière. Et puis après, il sprint tout le monde ou il part à 2-3 km dans la plaine. Hmm. Donc un podium était vraiment prenable pour lui et donc c'est dommage. Peut-être que lui-même n'était pas conscient de son niveau aussi. C'est des choses qui arrivent, mais ouais, tactiquement, c'était pas ouf de l'attendre, ça c'est clair. Surtout que, comme on l'a dit, hein, pour une fois, il y avait un équipier pour Pogacar, il s'appelait Matteo Trentin, et Trentin, lui, il s'est pas gêné, il a vu Pogacar, il l'a emmené comme il fallait jusqu'au dernier col, donc le troisième Quarmont, où là, justement, Pogacar repart tout seul et que Van Der Poel n'arrive pas à suivre. Bah, au final, Pogacar, là, c'était sa course, hein. Des monts, juste pour lui, c'est des sprints quasiment, hein. Il devait dans sa tête lâcher tout le monde, continuer. Ah, il les a eu au forceps, hein, quasiment, hein. C'était le dernier coup du boxeur. Il a continué, et puis là, franchement,
y a rien à dire, hein, sur ce genre d'effort, c'est vraiment incontestablement le plus fort. Mais pour Pogacar, en fait, c'était une étape de montagne, là, hein, sur Ronde van Vlaanderen. C'est triste à dire, mais dès qu'il voyait un col, il attaquait. Donc, à partir de là, si t'es pas un grimpeur, déjà, tu vas avoir du mal. Et en plus, sur des pavés, ça devient encore plus compliqué. Donc, les purs Flandriens ont totalement souffert de la course. Je pense à des Seb Van Mark qui étaient en forme et qui ont juste trop souffert des grimpeurs qui viennent sur les Flandriennes maintenant. Et quand on voit le top 10, on peut constater qu'il y a beaucoup de grimpeurs hein, qui sont là. Matteo Jorgensen, Bah ouais, Nelson Powless, Powless, c'est des grimpeurs. Et c'est triste à dire. Mais maintenant, le round, c'est une course où il faut savoir être assez léger pour passer l'école, mais en même temps assez solide et assez puissant pour les secteurs pavés. c'est ça, on peut voir Donc, aussi l'année dernière Valentin Madouas, qui est à peu près du même profil que des Powless ou Matteo Jorgensen, qui sont à la base des mecs qui savent très bien grimper, mais aussi qui ont beaucoup de puissance, qui sont forts sur les chronos, et qui peuvent aussi, sur une course d'un jour, quand on leur demande d'avoir des capacités d'endurance, de résistance, et de savoir frotter aussi, c'est des mecs qui sont là, quoi. Et, ouais, sur une course vraiment d'un jour, c'est des types parfaits pour ce genre d'effort. et du coup, il reste la dernière des classiques flandriennes, Paris-Roubaix, où justement c'était un peu l'heure de la revanche pour Van Aert, où c'était un terrain qui lui convenait déjà beaucoup plus que les flandriennes. Bien que ce soit un bon grimpeur, mais là, pour lisser son effort, c'est plus simple sur un Paris-Roubaix. On a vu que la course était ils avaient à cœur de se venger en tout cas, la Jumbo. On a vu que tactiquement ils étaient là, quoi. Ouais, et de toute façon aussi, en plus, au lieu une grosse bataille à 3, on a une bataille à 2, hein. Sans Pogacar aussi, ça, t'as quand même un gros favori en moins. Et c'est vrai que du coup, pour imposer son tempo à la course, son rythme à la course, tu décides au moment d'où tu veux lancer la chose, quand t'as plus que Van Der Poel derrière en tant que gros favori, ça aide, hein. Ça. Et en plus à noter, comme sur la lignée du Ronde ou même sur la lignée de Milan-San Remo, l'échappée est partie très tard. La course a été une des courses les plus rapides de son histoire, La plus rapide en effet. la plus rapide. Et donc forcément, la course était très rapide, ça augmente la nervosité, mais tactiquement, ça n'a pas dérangé la Jumbo qui a décidé de partir à 102 km au secteur d'Aveluy, secteur 20. Wout van Aert et Christophe Laporte lancent les hostilités. Derrière, il n'y a que trois personnes qui arrivent à suivre, Degelkom, Van Der Poel, Stefan Kung. Et là, on se dit, on va assister à une course de malade en fait. En effet. Ensuite, il y a la trouée d'Arambert qui arrive juste après. C'était aussi pas mal tactiquement d'anticiper le secteur de la trouée d'Arambert et de prendre de l'avance parce que derrière, ce qui s'est passé, il y a eu une chute avec tout le monde qui était piégé. Et on voyait beaucoup de Ouais, des fumigènes. gros favoris hein, là-dessus qui sont tombés. Van Barle est tombé, Mohoric est tombé. Il y a vraiment de gros outsiders. C'est ça, tout le monde est tombé et le secteur était peut-être un peu trop dangereux à aborder à 100. Et en plus, il y avait le fumigène qui était là. Enfin, la route était aussi dans un état, ben, il y avait les jours précédents, ils ont nettoyé, mais quand même plus. Donc, c'est, ils ont bien fait d'anticiper. En tout cas, tactiquement, la Jumbo a maîtrisé son sujet. Sauf que, ben, Mais ouais. à Mais partir du moment où Laporte crève, le à hic, partir du c'est moment ça. où Van Barle chute, il reste plus que Van Aert devant. Et ben voilà, Alpecin profite de la situation. Il se retrouve à 3 avec Gianni Vermeer, Jasper Philipsen, Mathieu Van Der Poel. Et là, la course prend un tournant totalement différent. Bah, surtout par rapport aux grâces, en tout cas, Philipsen. Philipsen, mais il avait un niveau mais stratosphérique, hein. Sans déconner, à la pédale, c'était sans doute le troisième meilleur coureur, hein. C'est exact. Il a préparé sa course, clairement. On sent qu'il a vraiment mis son objectif là-dessus. Il montait en puissance au fur et à mesure de la saison, mais en janvier, février, j'avais pas l'impression de trouver le Philipsen qu'on voyait sur le Tour de France, ou même en fin de saison, qui dominait toutes les courses. Et sur Tirreno, il a gagné ses 2 étapes, mais j'étais pas totalement convaincu, on va dire. Et là, à partir de Milan-San Remo, c'est devenu un homme totalement différent. Il a enchaîné avec Bruges de Panne, il a fait Skelter Press, où il a gagné aussi. Mais c'est pas des victoires juste au sprint, c'est une victoire avec un coup de baroudeur ou un coup il part dans du faux plat montant. Il y a eu un sprint de costaud où il s'impose, où il arrive à se placer et il est hyper bien emmené. Et puis après, il y a Paris-Roubaix où là, c'est la course, limite, il s'est débrouillé tout seul. J'avais pas tant l'impression que ça qu'il était leader dans l'équipe. C'était limite trois équipiers qui étaient dans le peloton, dans ce groupe de 9-10 gars. Et ils roulaient limite celui qui va le plus loin, bah, il va gagner C'est la ça. course, quoi. Mm.
Ouais, puis même, de toute façon, quand on le voyait sur les secteurs pavés, se mettre en chasse tout seul derrière Van Aert et aller plus rapidement que Ghana et Kung, mais c'est c'est quand même incroyable. Moi, je pensais pas que Philipsen avait la caisse là. Je pensais juste que c'était un sprinter qui s'est débrouillé un peu sur les pavés et qui pouvait un peu dire jouer pas des troubles faites, mais sur des semi-classiques, pouvoir espérer passer et jouer la gagne derrière ou jouer un top 5 ou un top 10 parce qu'il a pas réussi à suivre les mecs devant. Mais là, pour le coup, jouer vraiment dans la cour des grands directs. Ah, il s'est battu face à des Pedersen, face à des Ghana, face à des Kung, des de Gengolb. Ah, c'est fabuleux à son niveau, hein. Ah non, c'est exact. Et surtout que le seul moment où il lâche, entre guillemets, c'est le moment où il décide de se sacrifier pour Van Der Poel dans le carrefour de l'arbre. Et là, t'as cette chute avec enfin, la chute de Degelkop où t'as Philipsen et Van Der Poel qui sont impliqués. On se dit, ah, c'est dommage parce que là, justement, la course était parfaite. Et Degelkop qui, je pense, a ému beaucoup de monde. Sa course et aussi son retour à ce niveau-là, on n'attendait pas. Ouais, hein, c'est clair, hein, moi j'étais limite triste hein, de le voir en larmes à l'arrivée sur le vélodrome. Ouais, il avait pour le coup récupéré ses jambes d'il y a 5 ans, hein, C'est concrètement. exact. Il a 35 ans, il s'est retrouvé une seconde jeunesse. Et ouais, puis c'est un coup de malchance hein, pour le coup. Van Der Poel, il voit pas de Gangolb, Philipsen ne voit pas Van Der Poel, effet domino derrière, et c'est malheureusement de Gangolb qui prend cher. Ah, c'est triste, hein, et, c'est comme ça, c'est les aléas du vélo. Ça. Et justement, à ce moment-là, ben, Van Aert, par instinct, lui, il était plutôt parti vers la gauche, quand tout le monde s'est un peu tassé vers la droite. Au début, on a créé une attaque, en fait, au moment de la chute, sauf que c'était pas une attaque, c'est juste que il était déjà lancé, en fait, à cette vitesse-là, juste que lui était à gauche et que les autres étaient à droite. Et sauf qu'il y a le virage qui arrive, et là, crevaison lente de Van Aert, c'est la fin. Ouais, fini, ça c'est fini comme ça. Et par contre, moi je reviens juste sur ce que tu viens de dire. Moi j'avais l'impression justement qu'il y avait une attaque de Van Der Poel en allant sur la droite, bon du coup qui a été gêné, qui a dû mettre un coup de patin, mais je pense que du coup Wout van Aert voyant Van Der Poel attaquer, pour moi c'est une attaque en tout cas. Moi je vois plus comme ça, je vois pas qu'est-ce qu'il aurait fait à se remettre en première position à juste Oui, à 100 mètres ou 200 mètres du virage. Pour moi c'était une attaque pour prendre le virage justement en première position et après tout donner jusqu'à la fin du secteur. Du coup au final Van Aert a continué sur son effort et ouais derrière concrètement la malchance hein, parce que pour le coup je pense qu'on allait assister directement à un sprint sur le vélodrome, hein. Moi je voyais aucune autre issue, il y avait plus de gros secteurs pavés derrière pour faire la différence. Ça aurait été un 1v1 sur le vélodrome, ça aurait été magnifique. c'est ça. Enfin, je pense que tout le monde a rêvé de ce 1 contre 1, Van Aert contre Van Der Poel, vélodrome de Roubaix. C'est, je pense, une des images que tout le monde a envie de voir dans sa, sa vie d'amateur de cyclisme. Mais malheureusement, il y a eu cette crevaison lente. Et puis même, je me dis aussi que tactiquement, pourquoi pas, l'Alpecin aurait pu se dire, bah, Philipsen est derrière, c'est le meilleur sprinter au monde. Bon, c'est totalement jouable aussi. Même Ouais. si je pense que pour Van Der Poel et Van Aert, les deux voulaient gagner sur Roubaix et voulaient se la donner. Mais malheureusement, cette crevaison, du coup, a changé la donne. Et il faut aussi noter que Van Der Poel, cette course a été mais sensationnelle. Il a attaqué mais énormément. Je sais pas compter le nombre d'attaques qu'il a fait, il y en avait beaucoup trop. À chaque fois qu'il y avait un virage qui arrivait, il attaquait avant pour reprendre le virage à fond, Mm. à son rythme et mettre tout le monde en difficulté. C'est ce mec est malade en fait. Ce mec vraiment il est juste un malade mental. On le voit encore à la fin. Je sais pas si tu as en tête le dernier secteur à M, c'est celui où il y a Ah il y a oui, toutes les le barrières plot pour là. empêcher. Ouais. Là encore, il y a un virage qui prend, mais tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait? Il y a Un personne sacré pilote, devant, hein. tout seul, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il prend autant de risques? Et puis à la caméra, il dit: «Oh non, en fait, si je suis tout seul, sur la route, je m'en fiche un peu, je sais ce que je fais avec mon vélo, quoi, mais». Ouais, c'est un fou, hein. Bon, d'ailleurs, en parlant de Van Der Poel, est-ce que tu penses qu'on est à un Van Der Poel Prime? Est-ce que tu crois vraiment là qu'on est vraiment qu'il est au top de sa carrière, qu'il va pour la suite de la saison continuer à faire, je sais pas, un grand Tour de France, gratter un maillot de champion du monde? Est-ce que tu penses pour toi qu'il peut encore progresser ou est-ce qu'il est là pour le coup pour toi à, à l'apogée de sa carrière? Je pense qu'il est à son prime, qu'il a jamais été aussi fort, parce que d'habitude, on l'a souvent vu dans des coups un peu, qui part de loin, avoir des fringales, avoir des pannes et totalement exploser. Là, ça n'arrive plus du tout et au contraire, en fin de course, il est encore plus fort qu'avant.
Ceci dit, enfin, ils nous ont montré que ces gars-là pouvaient progresser, mais tous les ans, donc j'en sais rien. Tant qu'il y aura, un gars comme Pogacar qui serait là pour repousser ces mecs à leurs limites, dans leur dernier retranchement, je dis qu'il y a toujours une marge de progression possible. Alors, on dit souvent que les champions, attirent les autres champions, que souvent quand il y a un grand champion, c'est parce qu'il y a aussi 2 d'autres grands champions derrière eux. Et là, c'est exactement ce qui se passe. On a Van der Poel, Van Aert, Pogacar, qui sont à un niveau incroyable, genre en termes de classique, tout ça, parce que forcément après on peut commencer à parler de Roglic, de Remco, tout ça. Mais on a une génération de 3 coureurs, voire 4, parce qu'on va quand même ajouter Remco dans la catégorie des classiques, où on se dit, s'ils continuent de progresser, s'ils continuent de se pousser vers le haut, ces mecs-là ne vont jamais s'arrêter en fait. C'est clair. Donc, je sais pas. Il est à 4 monuments, son troisième sur les 5. La question va être simple, est-ce que tu penses qu'il peut gagner les 5 monuments? Je pense que la question s'applique plus à Tadej Pogacar malheureusement, parce que Van der Poel aura toujours cette déficience en montagne. Ceci dit, il a déjà gagné, Ronde, il a déjà gagné Milan-San Remo, il a déjà gagné Roubaix. Le Milan-San Remo est la course la plus aléatoire, il l'a déjà remporté, on va dire que c'est la plus dure. S'il décide de devenir un gars un peu plus, grimpeur, il peut très bien aller chercher, Liège dans un premier temps et Lombardia, parce que Lombardia a souvent des profils qui sont un peu plus pour les punchers que pour les purs grimpeurs. Ah ouais, donc tu Mais je penses que pour toi c'est plus compliqué pour Van Der Poel de gagner donc Liège-Bastogne-Liège et Lombardia plutôt que un Paris-Roubaix pour Tadej Pogacar. Tadej Pogacar, il l'a dit lui-même, hein, il a juste besoin de prendre quelques kilos et il va sur Roubaix. Et honnêtement, je vois pas un monde où il ne gagne pas Paris-Roubaix dans sa carrière, Pogacar. Avec ce qu'il a montré, rien que l'année passée sur les secteurs pavés du Tour, on a vu déjà qu'il avait des aptitudes en fait, qu'il a déjà des facilités là-dessus. Ceci dit, ça va juste être à lequel va sur quelle course en premier. Le Lombardia, c'est aussi une course qui arrive au moment où tu as le cyclocross qui reprend. C'est ça. Est-ce que Van der Poel va tarder sa saison de cyclocross pour aller des Lombardia tous les ans? Voir ça aussi, c'est pas sûr. C'est encore un coureur qui est très attaché au cyclocross et qui est encore champion du monde dans cette discipline. Qu'à voir en fait. Alors que Pogacar est un coureur totalement route. Donc je pense que Pogacar a l'avantage sur Van der Poel là-dessus. Ceci dit, Van der Poel a l'avantage des courses qu'il a déjà remportées. Qui sont peut-être des courses où il faut plus se spécialiser que les autres. Pour conclure, on va parler de nos coups de cœur. Pour toi, Colby, c'était quoi ton coup de cœur là sur le Ronde et Paris-Roubaix notamment? Il y a eu beaucoup de groupes de comptes qui se sont dégagés avec des coureurs qui ont montré des aptitudes, surtout à la résistance, qui ont été impressionnantes. Et celui que j'ai envie de souligner, c'est Florent Vermeersch. La dernière fois qu'on l'avait vu, c'était Paris-Roubaix sous la boue, avec sa deuxième place, au sprint contre Colbrelli. On savait que ce petit avait des aptitudes. Il a toujours été bon. Ceci dit, il a toujours eu des problèmes de chute, problèmes mécaniques. Il a toujours eu de la malchance sur les Flandriennes. Cette saison, il a été impressionnant, je trouve. Il a souvent été à contre-temps un peu dans ses coups. Par exemple, on l'a vu sur Paris-Roubaix, il part dans le groupe avec Laporte, Van Hooijdonk pour le top 10, mais il n'est pas dans le groupe de devant. Mais il a montré que son niveau intrinsèque sur les pavés s'était amélioré en fait. Bien sûr. Donc j'attends de voir comment il va encore progresser, sachant que c'est aussi un excellent rouleur. Je pense qu'il aura plus de facilité à reperformer sur Paris-Roubaix que sur le Tour des Flandres. Ceci dit, ça peut être un coureur très très intéressant et je le vois continuer à progresser et pourquoi pas aller chercher un Paris-Roubaix. Il y a 2-3 ans, c'était un peu le gros espoir qu'il y avait pour les Flandriennes, pour la Soudal. Mais là, je pense que cette année, c'était vraiment l'année de la confirmation. Surtout qu'il est encore très jeune, hein. Ouais. Il a 5,99, donc il a encore le temps de progresser. Enfin, pour les Flandriens, c'est limite à 30 ans que ça commence à devenir bon. Il y a le temps pour lui. Et toi, ton coup de cœur? Ah, moi, ça va être un coup de cœur entre guillemets par défaut, parce que j'ai pas réellement eu de fait marquant. Mais pour le coup, John Degenkolb, cœur sur lui, hein, franchement. Voilà, il avait presque le podium dans les pattes, hein. Il était peut-être aussi fort que Philipsen. Ah, et au final, là, il se fait balayer sa course alors qu'il revient de plusieurs saisons difficiles. Ah, c'est un gars qui a le cœur sur la main, hein. On se rappelle lorsqu'il a gagné Paris-Roubaix il y a quelques années, il avait offert tout l'argent qu'il avait gagné, en tout cas, à l'association de Paris-Roubaix. Je sais plus le nom qu'elle a exactement, l'association. Les Amis de Paris-Roubaix, voilà, il me semble. Voilà, donc c'est un gars qui a le cœur sur la main, puis le revoir à un très bon niveau après tant d'années de galère, ouais, c'était mon petit coup de cœur. Ça.
Surtout que John Degenkolb, c'est toujours important de le préciser, hein, mais c'est c'est aussi le coureur qui a sauvé, la course junior de Paris-Roubaix et encore on l'a vu au départ de cette course, cette année, de Paris-Roubaix, Élite. On l'a vu arriver avec ses chocolats, il a attendu à toute son équipe, il a commencé à en balancer dans le public. Le mec, il limite avant la course, il mangeait encore du chocolat, il s'en foutait, et puis tu le vois, on se disait: «Il va faire sa course de gala tranquille, il est chez DSM, c'est entre guillemets «fini» pour lui» et là, tu le vois, il suit tous les coups et dans tous les bons coups, il tient à la fin, tu te dis: «Mais» limite à un moment, je me suis dit: «Il y a quoi dans ce chocolat, en fait? Il y avait quoi là-dedans maintenant? Dis-nous ce qu'il y avait dans ton chocolat, c'est pas normal, comment tu peux le revenir à un tel niveau sans même prévenir quoi que ce soit?» Donc ouais, non, beaucoup de cœur, Taken Club. Ok, parfait. Bah, on peut conclure là-dessus. Bah, merci à vous en tout cas d'avoir suivi encore cette vidéo. Et on va se retrouver très prochainement, dans quelques jours, avec une preview des Ardennaises notamment. Voilà, ça va être une petite vidéo très rapide. On parlera du coup de l'Amstel, de la Flèche Wallonne et de Liège-Bastogne-Liège. Salut! Salut!